Alors, les bâtis dans les textes savoyards et ceux du Nord Dauphiné, principalement ceux du bailliage de la Tour du Pin, de la fin du XIIIe siècle au milieu du XIVe siècle, nous présentent et nous décrivent comme étant des fortins, les bâtis comme étant des fortins avancés, aux fonctions uniquement guerrières, dépendantes en tout d'un château, centre d'une châtellenie, sur le mandement duquel elle se situe. C'est-à-dire que le châtelain du centre administratif et fiscal, il nomme littéralement un lieutenant, locum tenens, dit aussi parfois gardien. Il payait les soldes de la garnison, fournissait les vivres, les armes et les munitions, ainsi que les renforts ultérieurs quand les bâtis étaient menacés, ce qui était relativement assez souvent dans la période où je viens de parler. Il assurait l'entretien des défenses et organisait, sur ordre du bailli, des opérations guerrières ayant lieu à partir de ces bâtis, ce qu'on appelle des chevauchés. Aucun pouvoir n'était fixé sur elle et le lieutenant n'avait pas aucune responsabilité sociale ou juridique. Il n'avait pas à tenir de compte et s'il lui arrivait de capturer un délinquant, il le livrait au châtelain. Toutes ces bâtis étaient le fait des princes, Savoie et Dauphiné pour ceux qui nous intéressent. Mais plusieurs fortins, ainsi, furent édifiés par leurs alliés et vassaux, grands ou modestes, avec à chaque fois une aide financière et une protection militaire du chantier par le prince, de même que pour les renforts ultérieurs. Ainsi, en 1323, alors je vais avancer. Ça va? Ça avance? Allô? Oui, oui, ça avance, ça avance. Parfait. Ainsi, en 1323, le sire de la Palue, Châtillon-la-Palue, qui est ici, vous voyez que le réseau castral est extrêmement dense dans cette région soumise à la guerre de manière très dense, très âpre. Le sire de la Palue en fit construire une à Saint-Maurice-de-Rémins, c'est-à-dire ici, là. Ma carte serait un peu plus haute normalement, avec les aides militaires et financières dauphinoises. Le sire de Beaujeu fut largement aidé par le comte de Savoie pour celle de Gourdance en 1323, ici, puis en 1327, 1325, pardon, 1326, celle de Bourg-Saint-Christophe, et puis celle de Rieux, qui provoqua énormément d'agressions en 1330 à peu près. Les sires de Thouars-Villars en ont fait, qui résidaient à peu près ici, Villars ici et Villars-Thouars ici, en ont fait construire une, par exemple celle de Corlier, qui se trouve là. Seulement, on n'a rien. On n'a jamais le mot bâti dans les comptes de cette seigneurie-là, parce qu'ils apparaissent à partir de 1336, pour les plus anciens, après le traité de Chapareillan, qui, ici, dans cette région, a réglé beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la fin de la guerre, mais a réglé beaucoup de problèmes. Donc, ces bâtis ne sont plus tellement utiles, elles existent encore, elles sont encore entretenues, mais on n'a pas lu beaucoup d'en parler, par ailleurs, donc c'est pour ça que, sans doute, elles n'apparaissent pas, le mot n'apparaît jamais dans les textes de cette baronnie de la Thouars-Villars. Si on en a connaissance, c'est par les comtes savoyards qui nous parlent de leur attaque, comme par exemple Corlier. Les bâtis étaient généralement construits aux marches des territoires, mais parfois même au-delà, et pouvaient mordre sur les terres vacantes, comme l'on disait. Cela faisait partie de la stratégie, principalement savoyarde, que de construire une bâtie de l'autre côté de ce qui était une frontière assez fictive finalement. Ainsi, en 1305, Luisandre, alors voilà, Luisandre, qui est là, la bâtie, je reviens, la bâtie de Montbriton en face du château d'Avalon, dans le Chapareillan, et puis la bâtie des Mortes en face de celle de Bellemarche, qui sont construites après, à l'extérieur, puisque au traité de Chapareillan, qui a été signé en juin 1314, le comte de Savoie reconnaît avoir construit Montbriton et les Marches et les Mortes dans des territoires qui étaient traditionnellement dauphinois. Cette pratique engendrait inéluctablement la construction d'une bâtie
ennemi, adverse, pour arrêter, ou du moins tenter d'arrêter. Donc les Alimes, c'est la réponse à Luisandre. Avalon existait déjà, mais les marches sont construites pour arrêter la progression, le grignotage des Savoyards. Outre le grignotage territorial, elles avaient aussi pour fonction de marquer et défendre des limites sans cesse controversées. Saint-Maurice de Rémas, dont j'ai parlé tout à l'heure, est construite après 1321, même en 1323, parce qu'à ce moment-là, avec la prise en 1321 du château de Saint-Germain, ici, la frontière du Dauphiné, qui se situait vers Pondin, recule jusqu'à l'Albarine. Donc, elles viennent contrecarrer d'autres bâtis, mais elles viennent aussi, lorsqu'il n'y a pas de bâti, former une sorte de ligne avec d'autres bâtis, une ligne défensive pour marquer le territoire et tenter de le défendre. Elles ont aussi toujours à protéger un passage. Moi, je n'ai pas vu de bâti qui n'était pas près d'une route. Voilà. Donc, j'ai fait des routes un petit peu approximatives, mais on nous en parle. Alors, il y a des routes très anciennes, comme celle-là, qui part là, celle-là qui passe, bien sûr, qui est très connue puisqu'il y a un péage sur l'Albarine, qui passe par Ambronay et qui va, on en parlera tout à l'heure, par Vieux, un petit péage jusqu'au grand péage de Pondin. Mais il y a Luisandre qui est construite ex nihilo en 1305 sur une route qui est fondée en quelque sorte à partir de 1300, qui de tout un programme. Et Luisandre fait partie de ce programme qui a commencé en 1300 avec un accord entre le comte de Savoie, les Génois et les gens d'Asti pour que désormais il passe depuis Chambéry, par la Bresse et par le Bugey et par la Bresse et non plus par Lyon pour se rendre aux foires de Châlons. Donc, Luisandre avait à protéger une route qui n'était pas très facile, puisqu'il fallait monter quand même dans la montagne et redescendre, ce qui était assez difficile. C'est pour ça qu'en 1321, avec la prise de Saint-Germain, eh bien, les marchands passeront par Saint-Germain. C'est plus pratique, c'est plus long, mais c'est plus long en terrain, mais c'est plus court en temps. Alors, elles ont subi un grand nombre d'attaques, forcément, qui débutaient même au moment de leur construction. C'est la raison pour laquelle les chantiers étaient défendus par de nombreux hommes en armes, à pied et à cheval. Par exemple, ça a l'air d'être à peu près normalisé, puisque je trouve toujours la même chose. Il y avait 12 arbalétriers à cheval qui protégeaient la construction en 1324 du chantier qui venait de Jasseron, mais d'autres d'ailleurs aussi, je reprends l'exemple de Jasseron, il se relayait, la construction de Gironville, ainsi que le fossé, et puis aussi, beaucoup plus tard, celle de Rémas en 1343, où 12 arbalétriers à cheval parcourent sans cesse la région pour garantir le bon fonctionnement, ce qu'ils n'y arriveront pas, puisque le chantier sera attaqué plusieurs fois, et même abandonné pendant 1 an et demi, pour protéger donc les travaux. Le châtelain de Savoyard donc déclare de Saint-Germain déclare que pour le prix normalisé, conventionnel, de payer les clients, il a beaucoup de mal à en trouver qui veulent bien venir à Vieux-sous-Varay, tellement la bâtie est attaquée presque quotidiennement par les gens du sire de Venève, Hugues de Venève, qui vient attaquer très très souvent Vieux-sous-Varay. La bâtie de Corlier est prise d'assaut en 1331, en ayant pris soin d'envoyer des espions pour savoir par où il fallait l'attaquer, et on déclare qu'il faut y mettre le feu, donc on met le feu à la porte et la bâtie est prise. Mais elle n'est pas détruite, elle est conservée par le comte de Savoie et réparée. Donc, de ce fait, pour finir encore, aux Alimes, un bourg est fondé en 1318, il est incendié en 1321, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de morts. En 1300, la garnison et tous les hommes d'armes sont passés au fil de l'épée en 1326, puisqu'il n'y a plus que des femmes. Et pendant 2 ans, on va organiser, depuis Les Mans et Saint-Denis, des convois avec des femmes menées qui portent sur leur dos de la nourriture pour les femmes des Alimes et qui sont précédées par des lépreux.
Voilà, ça dure 2 ans. Donc la bâtie des Alimes est sans défense pendant 2 ans. Vous voyez donc que ça fait quand même beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques. Maintenant, pour les sources, elles sont écrites, celles à partir desquelles moi je travaille, l'autre, je suis pas archéologue. Elles commencent donc à la fin du XIIIe siècle, pour certaines, et puis j'ai travaillé jusqu'en 1358-59 parce que nombre de ces bâtis disparaissent des textes puisqu'elles sont inféodées. Donc elles sont vendues à des hobereaux, voire même des gens qui ne sont pas de la noblesse, mais à qui le comte de Savoie doit beaucoup d'argent. Donc on épure la dette, on récupère de l'argent par les introges, et puis c'est une seigneurie rendable, mais elles disparaissent de la comptabilité princière. Alors, dans l'ordre d'importance et chronologique d'apparition des bâtis, il y a les comtes de Châtellenie, qui très souvent nous indiquent le temps, à la période où cette bâtie a été construite. On nous dit, par exemple, je traduis, hein, quand se construisait la bâtie de Gironville, quand le comte de Savoie construisait la bâtie de Gourdance, quand le dauphin construisait la bâtie de Saint-Maurice ou de Saint-Denis. Donc, ça nous donne déjà une première information de la date approximative et parfois assez précise, au mois près du début des travaux. On sait par exemple par les contes de Pondin et de Saint-Rambert et de Bourg qu'avant cela, avec 66 chevaliers, le prince Édouard se trouve sur le mont Luisandre pour repérer les lieux où son père avait décidé de construire une bâtie. Donc on est là au tout début de l'année 1305, puisque les premiers travaux commencent aux environs du mois de mars 1305. Vous voyez, on a même des préparatifs avant même les travaux. Un comte de l'Aune, donc Châtellenie de l'Aune, qu'on dit en Bronne, qu'on dit Hauteville maintenant, hein, c'est par là, je ne l'ai pas, nous informe que, avant même les Dauphinois, qu'en 1323, en mars 1323, le sire de Châtillon-la-Palud fait construire la bâtie de Saint-Maurice. Et puis, après, donc à peu près 8 mois plus tard, qu'il fait construire celle de Saint-Denis. C'est bien parce que, on le sait par les Savoyards, parce que les Dauphinois n'en parlent pas. Les comtes sont beaucoup moins riches que les comtes de Savoie. Il y a aussi les comptes d'œuvres civiles et militaires, ainsi que les appels Bautier et Sornay. Ils sont constitués principalement par des apports d'argent extérieurs. Ce ne sont pas des comptes de Châtellenie, ils sont classés dans les comptes de Châtellenie, c'est-à-dire qu'on les trouve dans les rouleaux et aussi dans les feuillets. Ça dépend si on cherche dans les comptes de Dijon ou ceux des archives à Grenoble, mais ils sont bien marqués que ce sont des comptes à part. Donc il n'y a pas d'entrée d'argent seigneuriale, je veux dire, c'est-à-dire comme on trouve dans une châtellenie, froment, droit d'introge, justice. Non, non, c'est uniquement des revenants bons, des paiements en avance des bancs sur les marchés, d'emprunt aussi, bien sûr. Et c'est toujours un châtelain qui n'est pas concerné, c'est-à-dire que ce n'est pas sur sa châtellenie, sur le mandement de sa châtellenie, qui est construite la bâtie. Ainsi, c'est celui de Saint-André-en-Revermont, c'est à peu près ici, qui s'occupe de la bâtie de Gironville. C'est le péager de Saint-Germain qui s'occupe complètement de la bâtie de Rémins. C'est le châtelain de l'Aune qui s'occupe complètement de la construction de la bâtie de Vieux, du Mont Curnil. Alors le Mont Curnil, il est là, au-dessus de Nantua, en 1308. Alors le Mont Curnil, il est là. Voilà. Le Mont Curnil, c'est ça. Nantua est là, et la bâtie se trouve exactement là au ras de la falaise. Il y a aussi donc, dans une moindre mesure, les comptes des receveurs généraux que l'on trouve à Chambéry. Ainsi, par exemple, la bâtie de Murs-Géligneux, qui est dans la boucle sud du Rhône, en face de Saint-Genis-sur-Guiers, eh bien, est construite, et on nous en parle, dans les comptes des receveurs généraux en 1299. La guerre ayant été particulièrement âpre dans la région, je suis
principalement, et comme il y a beaucoup de textes, je me suis principalement attaché à utiliser ceux qui sont de la plaine de l'Ain, du nord de la plaine de l'Ain, de part et d'autre de l'Albarine, jusqu'à Pondin, région qui était au Cerf de la Tour du Pin, puis au Dauphiné, en partir de 282, et qui devient savoyarde en 1321, ce qui va susciter de la construction, même déjà avant de bâtiments, mais entre autres plusieurs autres, Gironville, comme on l'a vu par exemple, et puis énormément d'agressions. Hein. Les revenus des Châtellenies ne tombent pas à zéro, mais presque. On nous dit que beaucoup de paysans se sont enfuis quand ils n'ont pas été tués. Alors, les textes savoyards, tant que dauphinois, appellent bâtis des fortifications faites de terre et de bois, comme Gironville, bon, je reviens à ma... Voilà, tout ça. Comme Gironville, Vieux-Souvaret, dans l'ordre chronologique, Saint-Maurice-sur-Rémas, Gourdance et même Jonage, qui va susciter énormément d'agressions. Elles étaient de plan quadrangulaire, formées d'une levée de terre ou d'un solin sur pierre, ce qui est nettement visible à la bâtie du Mont Curnil. Et d'ailleurs, les textes nous l'expliquent de manière très importante, très détaillée. Ils construisent des charmures, hein, ils ne construisent pas une levée de mur, de terre, ils disent bien qu'ils construisent un charmure et par-dessus une palissade. Et c'est dans l'ordre chronologique de la construction à l'intérieur de ce conte d'œuvre. Peut-être bien Corlier aussi, puisque Corlier, donc je vais vous montrer voilà, le charmure. C'est des photos que nous avons fait avec Jean-Michel, le charmure encore. Un plan qui a été fait par M. Blanc, Pierre Blanc, que nous avons vérifié avec Jean-Michel et qui est très juste, ainsi qu'une reconstitution de cette bâtie par Pierre Blanc, qui montre qu'il y a un solin de pierre. Et puis la bâtie de Vieux-sur-Corlier, on a été faire des photos avec un drone, où il y a à plusieurs endroits dans ces monticules l'apparition de pierres. Donc on était dans un système complètement marécageux qui a été asséché en 1930 et qui est à nouveau remis en marais. Et donc on avait cette bâtie-là avec un terre-plein. Et on comprend bien les comtes de Châtellenie, de Saint-Germain qui nous disent qu'il faut attaquer et brûler. Il n'y a qu'à la porte que l'on peut attaquer. Donc il y a ce terre-plein où il y a la porte, sans doute ici. Donc, il y avait des tours en bois que l'on appelle chafales aux 4 angles, mais il n'y avait pas toujours 4 chafauds. Par exemple, à Gironville, il y en a 4. À Luisandre, il en était prévu 4, mais il y en a une, il y a un chafal, une tour en bois qui est finalement pas montée tout de suite, puisque le grand chafal qui était au milieu du pont s'est écroulé et que le chafal arrivé en pièces détachées a été utilisé pour remplacer celui qui s'était écroulé au milieu du pont. Donc, à Luisandre, il y a eu dans un premier temps que 3 chafauds. Après, il y en a eu un 4e, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a eu lieu. On n'a que la date de sa destruction lorsque la bâtie est reconstruite en pierre à partir de 1312. Il y en a qui n'en ont que 3, Ruelbeau aussi. Il y en a qui n'en ont qu'un, comme par exemple Rémins, et puis aussi Saint-Denis, sur le mont Saint-Denis, où il y a une tour en pierre en plus. Lorsque l'œuvre d'une bâtie est mise en place, on a aussi, outre la date donnée par les comtes de Châtellenie, on a l'expression d'un travail préalable qui est appelé un molar. Un molar, c'est une construction, un amas de terre, souvent artificiel, et les comtes nous parlent plusieurs fois, pour le Mont Curnil, pour Saint-Denis, et même aussi pour Gironville, de la construction d'un molar. Alors, le molar, on aurait pu penser que c'était aussi souvent, sauf pour le cas de Gironville, quelque chose qui était naturellement élevé, un relief, mais ils disent bien, et ils insistent beaucoup, et plusieurs fois, qu'il s'agit de construire un molar. Alors, je me demande, moi, si, comme par exemple à Saint-Denis ou au Mont-Curnil, il ne s'agit pas d'égaliser le sol avec de la terre et de fabriquer un molar. Parce que tout de suite après, et dans le même compte, dans le cas par exemple du Mont Curnil, on a, je vais vous le montrer, on a, là bon, c'est pour la bâtie de Chausson, hein, quand ils ont construit un molar à Chauxonis, voilà.
et puis même le compte d'œuvre du Montcurnil en 1308. Bon, il est un peu abîmé, mais on a la chance de voir qu'il construise un molar, hein, plusieurs fois. Et ce compte, il n'est pas très grand, il tient une peau et demie. On parle plusieurs fois de molar, et dans le même compte, lorsque on a construit les charmures, on ne parle plus de molar, mais de bâti. Donc, il s'agit bien de quelque chose de différent. J'ai écrit, je l'ai dit, que c'était un synonyme. Et je reviens sur ma position. Je crois que le mot molar est lié, mais architecturalement, au début d'une bâtie, mais que ça n'est pas la bâtie. On ne peut pas considérer cela comme une bâtie. Enfin, c'est une bâtie, mais ça ne présente que les termes architecturaux, puisqu'après, toutes ces bâties où il y a eu, soi-disant, un molar pour commencer, eh bien, ne sont plus appelées molars, elles sont appelées bâties. Donc voilà un mot un peu nouveau qu'il faut considérer que lorsqu'on a le mot molar, eh bien, ce n'est pas forcément non plus un mot pour une bâtie, mais pour une fortification qui est préparée. Ce terme est spécifique à la Savoie. Je ne l'ai jamais rencontré chez les Dauphinois. Et les Savoyards nous parlent de molar aussi bien pour leur bâti à eux que pour celle des ennemis dauphinois. Ainsi, par exemple, ils construisent un molar sur le mont Saint-Denis, qui est une bâtie étrangère. Donc, c'est ce que l'on voit. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Avec exactement les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités et les mêmes choses, le même fonctionnement que le bâti dont j'ai parlé tout à l'heure, la présentation. Certaines de ces bâtis sont construites ou reconstruites en pierre. C'est le cas donc de Luisandre et des Alimes à partir de 1312. C'est ce qui semble être le cas, du moins en partie, pour la bâtie de Saint-Denis. C'est ce qui est le cas pour la bâtie de Rémas, pour plus tardive, en 1343. Et chaque fois, ils ne sont plus appelés bâtis, mais châteaux. Et il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de locum tenens, de lieutenant, il y a un châtelain. Pourtant, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce sont toujours des édifices militaires, purement militaires. Et le personnage appelé châtelain n'a pas de responsabilité telle qu'en a un châtelain. C'est-à-dire il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas d'argent à recevoir. Tout ça continue à être pris en charge. Alors voilà quelque chose d'un petit peu difficile, et comme le disait Jean-Michel, il va falloir préciser ça par la suite. C'est-à-dire que faut-il considérer bâti uniquement ce qui est écrit, appelé bâti, et qui est généralement, très généralement, en terre et en bois, ou est-ce qu'il faut considérer ces édifices que les contes appellent châteaux, mais qui sont exactement comme les bâtis en terre en bois, et les appeler bâtis? Moi, pour ma part, je pense qu'il faut continuer à les appeler bâtis. Bien sûr, si on traduit les textes, il ne faut pas écrire bâti à la place de château lorsqu'il est écrit castrum. Mais je pense qu'il faut les considérer comme des bâtis. C'est un petit peu comme le titre Miles. On l'emploie bien sûr pour le mot de chevalier, mais c'est plus la fonction qui se fait appeler chevalier. Ça n'est pas la traduction littérale. Donc c'est un peu la même chose à mon avis. Et il faut appeler bâti ces bâtiments, ces édifices, ces fortifications en pierre d'origine ou en pierre par reconstruction, jusqu'à ce qu'elles deviennent de vrais châteaux. Ce qui arrive principalement chez les Dauphinois. Ainsi, lorsque la bâtie des Alimes est terminée en 1318, on y adjoint un bourg. Et à partir de 1321, ça devient une châtellenie. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est une châtellenie parce que le châtelain est un véritable châtelain, il rend des comptes, il a des recettes en froment, en avoine, en droit de justice, il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, tellement c'est petit, alors que, et puis c'est pareil pour Saint-Denis, ça devient donc une vraie châtellenie. Alors que chez les Dauphinois, non. Chez les Savoyards, non. Luisandre est toujours resté une bâtie en terre et en pierre. C'est-à-dire qu'en 1312, elle est transformée en pierre, elle est sous la domination de Saint-Rambert, puis après 1334, sous la domination de Saint-Germain. On a le paiement
toutes les années, enfin sur chaque compte de ces 2 châtellenies, du salaire de la garnison, des réparations à la suite d'un orage qui a fait tomber tous les toits, plein de choses comme ça. Donc l'entretien, aussi bien humain que l'entretien architectural, et les garnisons sont toujours entretenues par une châtellenie. C'est donc toujours une bâtie. Il n'y a pas de bâti en terre et en pierre et en maçonnerie savoyarde qui soit passé avant la fin de la guerre dans un système de châtellenie. Bon, il va falloir que j'avance un peu. Il y a encore une difficulté qui vient du mot bâti. Ainsi, on trouve des châteaux comme Pondin, qui a commencé en 1396 et qui était bien avancé, ça fait 5 ans qu'il est avancé, on sait qu'il est en maçonnerie, qu'il est prévu d'en faire un grand château, on y a reconstruit une grande tour, ou du moins on a terminé une tour qui existait là. On a construit une énorme muraille qui est dite triplée, donc en hauteur, qui fait plus de 2 mètres d'épaisseur, qui existe encore, qui sert d'appui à l'Aula, qui a été fait étudier par Chantal Delomier il y a maintenant bien longtemps, et à d'autres endroits aussi. Et tout d'un coup, à l'occasion d'un grand chantier d'architecture maçonné, on ne parle plus du château de Saint-Germain, où il y a un châtelain, depuis 1300, il y a un châtelain, on ne parle plus du château de Pondin, pardon, on nous parle de la bâtie de Pondin. De même que pour le chantier, dont tout est en pierre, on le sait, dès le départ, puisque toutes ces pierres viennent de la carrière de Vibette, et on a des comptes de construction très importants, et en 1343, c'est très détaillé pour la bâtie de Rémas. La carrière de Vibette, elle se trouve sous les Alimes, qui nous disent qu'on apporte des pierres en masse et que le château est construit en pierre dès le départ. Et c'est toujours, on nous parle de château. Et puis finalement, lors d'un grande terminaison de chantier, on nous dit que c'est une bâtie. De même que Saint-Denis, donc du côté dauphinois, on nous a toujours dit que c'était un château, sauf les Savoyards qui nous disent que le dauphin fait construire un monarque, mais après, tout de suite après, en 1324 déjà, le premier conte qui nous parle de la châtellenie de Saint-Denis nous dit que c'est un château, et cela pendant 13 ans. Et en 1336, donc 13 ans après le début des travaux, il y a une énorme campagne de construction, et pour une fois, les contes dauphinois sont détaillés, pas autant bien sûr que les Savoyards, mais ils nous disent d'où viennent les pierres, ils nous disent qu'il y a 1000 toises de pierre qui sont construites. Plus de 1000 toises, 1013 toises, que chaque toise fait 2,50 m en hauteur par 1,50 m en largeur. Je traduis parce qu'il parle en pied, bien entendu. Donc il y a, et à ce moment-là, on ne nous dit plus que c'est un château, on nous dit que c'est une bâtie. Attendez, je vais retrouver. Voilà. Ça, c'est. Je ne sais plus où c'est. Hop, hop, hop. Bon. Ben, je vais revenir au départ, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque c'est dans mon affiche. Voilà. Vous avez sur la partie basse, voilà. Hein, Giletus de Balma, Castellanus, Bastide, Montis, Sancti Dionisii, Essentibus et Trinitibus. Et ça date de 1336. Et elle a commencé à être construite en 1393. Donc, il y a dans le mot bâti, bien sûr, comme on l'a dit, l'expression d'une fortification légère, rapidement mise en œuvre, faite sans tes grandes technologies. Il n'y a pas besoin, pour manier de la terre et du bois, les paysans savent faire. Ils sont payés pour ça, d'accord, mais ça ne demande pas les compétences d'un tailleur de pierre ou d'un maçon. Et puis, il y aurait, à mon avis, aussi des parties, des sens parfois, où le mot bâti est aussi synonyme de chantier. Il te reste 5 minutes. Bon, ben ça va. Alors, pour conclure, je vais dire que le mot bâti, qu'il soit savoyard ou dauphinois, relève en effet d'une construction purement militaire, avec un lien architectural terre et bois, ou
pierre et bois, hein, puisqu'on a quand même un exemple, peut-être même deux, s'il faudrait voir hein, avec l'archéologie de Saint-Denis, mais un exemple certain au Mont-Curnil et peut-être aussi à Corlier. Donc, de façon de matériaux rapidement mis en œuvre, et puis avec un statut purement militaire, et puis même aussi que l'on pourrait considérer, lorsque c'est des châteaux, qu'il s'agit quand même encore de bâtis, tant qu'elles ont exactement les mêmes fonctions, quand bien même le nom change, aussi bien pour la fortification que pour celui qui en a la responsabilité. Et puis un troisième mot qui est beaucoup plus, beaucoup moins cité souvent, mais qui apparaît et qui voudrait dire que c'est aussi un chantier. Et c'est en relation, à mon avis, ce mot bâti que l'on utilise pour des châteaux déjà bien avancés, qui sont en pierre, et exclusivement en pierre, ou déjà refaits en pierre, eh bien, c'est que le mot bâti, pour la première définition, vient de ce fait-là, quoi. C'est qu'il y a un lien, peut-être pas très facilement compréhensible, entre ces chantiers légers et ces chantiers que l'on fait. Voilà. Alors maintenant, et ça va servir peut-être d'introduction ou de transition à ce qui va suivre, il y a aussi des autres mots bâtis dans les contes de Savoie, dans les contes dauphinois, à l'occasion d'attaques. À l'occasion d'attaques, et on nous parle, par exemple, de la bâtie sous Cerdon. Cette bâtie sous Cerdon n'est absolument pas une bâtie telle que je viens d'en parler, telle qu'on va en parler. Mais on va en parler d'autres, et qui sont dans le Dauphiné, mais qui existent aussi en Savoie et dans la région où je parle. Ainsi, par exemple, la bâtisse sous Cerdon, qu'on appelle maintenant Carémier, qui est à Cerdon, eh bien, existe en 1178, puisque elle fait partie de l'héritage des 7 fils du sire de la Balme. Le sire de la Balme a 7 fils. L'aîné prend, bien sûr, le titre de la Balme, mais les autres se font construire des châteaux. Donc, le Barrios, par exemple, est celui d'un fils. Et la bâtie de Cerdon, eh bien, c'est la construction, c'est la résidence fortifiée. C'est, à mon avis, plutôt une maison forte, mais on l'appelle bâtie. Et on l'appelle bâtie encore au XIVe siècle. Et elle est attaquée, du moins secouée par le comte de Savoie à un moment donné. Mais ce n'est pas une bâtie telle qu'on vient de le voir. C'est une bâtie, possède le nom, peut-être, à mon avis, on va voir, des archéologues le sauront mieux que moi, qui a été à l'origine peut-être en terre et en bois, qui en a gardé le nom. On a d'autres exemples, comme la bâtie Montgascon, par exemple, à la Tour du Pin. Donc, on a encore cette quatrième occurrence du mot bâti, qui n'est pas en rapport, c'est une fortification, mais qui n'est pas en rapport avec le thème de ces fortifications annexes que sont celles du comté de Savoie et du Nord Dauphiné, telles que je viens de présenter. Je vous remercie. Si je ne voyais rien. Ouais. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation qui montre bien, entre autres, les difficultés terminologiques auxquelles on va être confronté pour essayer de définir et de caractériser ces structures. Même si on a bien l'impression que finalement ce mot de bâti est un peu employé souvent par défaut pour ne pas, pour éviter d'utiliser le mot castrum, et vous me direz si cette assertion est valable, il n'empêche que effectivement le problème de la définition et finalement de la traduction de ce mot pastita dans les textes médiévaux pose un petit peu des questions. Donc des questions, il y en a peut-être. Maintenant, je m'adresse à l'assistance pour savoir qui veut prendre la parole. Moi, je veux bien. Je peux? Tu peux. Parce que j'ai pas encore trouvé où est-ce qu'il fallait dire qu'on voulait la parole. Ben, on la prend, c'est ce que tu as fait, donc c'est C'est bien. ce que je fais parce que je n'ai pas trop d'autres solutions pour l'instant. Mais si vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il faut lever le doigt, je veux bien. Je voulais juste signaler que moi, j'avais un cas de molar, d'un site à On ne te côté de voit pas, Reims. hein, c'est dommage, mais on ne te voit pas. Ouf, je ne suis pas sûre que ce soit dommage. Où ça? Là.
D'accord. Si tu veux regarder. Ok. Ça y est, là? Non. Alors, attends. Voilà. Ça y est. Très bien. Ah oui, il a levé la main. Ça y est, j'ai trouvé. Bon. Donc, à côté de Vars, en 1276, le seigneur de Clay remet au seigneur de Vars un molar qui est par la suite appelé pour y construire une maison forte, dit-il. Donc, c'est le molar qui s'appelle du Châtelard et pour y construire une maison forte et ensuite c'est appelé bâti. Donc, voilà un exemple qui nous enfonce dans la confusion la plus totale. Et d'autre part, j'avais une question. Le mot charmure, moi, je n'ai jamais rencontré. Comment ça se présente en latin et est-ce que c'est un mot qui existe en langue vernaculaire ou Ouais, c'est plutôt vernaculaire. Ouais, c'est Charmourousse, hein. Charmourousse ou Chalmourousse, parce que le L et le R, ben, les alignent, c'est Aremorum ou Alemorum, par exemple. Enfin, donc, le L ou le R. Donc, ils en parlent beaucoup, oui. Les charmures, il y en a beaucoup. Hein. Ce sont des petits murs, des petits murs. Des petits murs, des murs relativement hauts, enfin, au moins 2 mètres, pas parfois, mais enfin, ce ne sont pas des grands murs, quoi, pas des hauts murs, ni très épais. Voilà ce que c'est qu'un charmure. Alors, il propose, on en a beaucoup dans les contes savoyards, beaucoup. Hein. À Luisandre, par exemple, tous les fossés sont barrés de charmures pour empêcher la circulation dans les fossés, autour de la bâtie, par exemple. Mais ailleurs, on a aussi cette expression de charmure. Voilà. Mais en fait, pour en revenir au molar, tu vas dans le sens que je disais, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un molar et après une bâtie, quand même. Et que le molar est une préparation, c'est une construction artificielle, c'est un entassement. Par exemple, même dans les contes de Rémens, donc tenus par le PAG de construction de Rémens par le PAG de Saint-Germain, il y a des charrois de pierre qui traversent la plaine et qui sont censés s'attaquer. Il y a 9 chevaux qui sont tués en une semaine par les Dauphinois, hein, par exemple. Et il y a un charroi qui est attaqué. Les gens abandonnent les charrettes, ils nous le disent, ils abandonnent les charrettes chargées de pierres au niveau du molar de Sarrazin. Sur la route de Rémens, au molar de Sarrazin, donc de la bâtie de Gironville, quoi. Et vous voyez, elle est détruite depuis à peu près 18 ans, enfin du moins c'est superstructure, mais la table, Jean-Michel nous en parlera beaucoup plus précisément tout à l'heure, mais la table de terre qui pour surélever existe encore, d'ailleurs elle existe encore de nos jours, mais voilà, donc le molar, ce que c'est une préparation en quelque sorte artificielle, en terre, mais d'égalisation, parce que je ne vois pas sur le mont Curnil, ainsi que sur Saint-Denis, de molar, enfin de choses comme on a à Gironville, quoi. À mon avis, c'est une égalisation du terrain, par de la terre. Est-ce que je peux... Oui, vas-y, Benjamin, oui. Oui, moi c'est pour toujours sur cette thématique du molar. Justement, moi aussi j'ai une mention de molar en Dauphiné dans les contes de la châtellenie d'Alvar en 1324-1325, où le châtelain envoie des pelles et des pioches en fer pour édifier la bâtie du molarium Chonzim. Alors je savais pas trop l'identifier, mais du coup tu viens un peu d'élucider ce qui a sa localisation. Et du coup aussi en toponymie en Dauphiné, il y a beaucoup de lieux-dits qui s'appellent le Molar et qui sont souvent des éminences en pierre. Donc ouais, le terme est assez trompeur aussi de ce côté-là. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi à propos de Molar. Il me semble que Molar est quand même beaucoup plus polysémique que bâti, dans la mesure où Molar peut aussi désigner, dans certains cas, une éminence qui n'a
pas ou qui n'a plus de fortification sur elle. Et donc, c'est un terme qui est en fait beaucoup plus vague, que l'on utilise effectivement peut-être au préalable, lorsqu'on n'a pas encore construit quelque chose, ou que l'on utilise aussi après coup, lorsque le site n'est plus identifiable en tant que fortification. Étant entendu que dans la toponymie, il me semble qu'on a des cas de toponymes molars sur lesquels on sait pertinemment qu'il n'y a jamais eu de construction, de fortification dessus. Donc le terme de molar est, à mon avis, encore plus difficile à cerner que celui de bâti. Jean-Michel, je ne sais pas si on m'entend. Oui, Cédric Mottier, oui. Bonjour Alain, merci pour ce grand exercice de clarification qui est ô combien important. Je te rejoins, dans l'idée de traduire castrum par château pour pas trop s'éloigner des textes. Ensuite, c'est clair qu'il faut caractériser la fonction. Je proposais, on pourrait parler aussi, pourquoi pas, de bâti de pierre, mais là on risquerait de trahir les contemporains qui n'emploient pas ces termes. Je pensais simplement peut-être d'utiliser château faisant fonction de bâti pour le distinguer d'un château siège de châtellenie, simplement pour donc continuer d'utiliser ce terme castrum, mais en distinguant bien sa fonction. Et puis autre question, tu as évoqué Luisandre, d'un châtelain mentionné comme tel, d'une châtellenie, des 1321, mais sans revenu propre. Et je me posais la question, qu'est devenu ce bourg fondé quelques années plus tôt, justement à Luisandre, à peu près en même temps que celui des Alimes? Est-ce qu'il aurait dû logiquement rapporter, lui aussi, des redevances annuelles et des choses comme ça, qui auraient pu donner un statut de châtellenie à part entière à Luisandre? Est-ce que ce bourg, est-ce qu'on connaît les revenus, les mentions de ses revenus, ou est-ce qu'il a peut-être disparu au cours des années qui ont suivi sa création? Moi, je pense que le bourg de Luisandre, il n'a pas vécu longtemps, hein. Pas autant que les Alimes. D'abord parce qu'on est à 800 mètres de hauteur, c'est quand même pas aussi facile que les Alimes, que pour que ce bourg existe, qui était sans doute petit, eh bien, le comte de Savoie a été obligé de donner 100 sous par foyer venant s'installer là, hein, qu'il y en avait 28, donc en deux fois. Il fallait il donnait 50 sous d'abord, il fallait venir et dans l'année construire une maison, et puis on reversait les 50 autres sous l'année d'après, quand la maison était construite. Or, il y en a 28 de répertoriés, on a toute la liste de ces gens-là, dont le fameux Grisel Gratour, et puis l'année d'après, ben, il y en manque 4, quoi. Quand on reverse les 50, le solde, il y en a 4 qui sont partis, qui ne sont pas restés. Alors, sont-ils morts ou n'ont-ils pas pu rester, parce que quand même, aller vivre là-haut, à Luisandre, qui est un terrain vanté, on voit à 360 degrés, hein, partout. Donc, on est aux 80, c'est très humide, c'est au milieu des bois, enfin, à cette époque-là. On est dans une zone de terre vacante que le comte de Savoie s'est approprié, donc agressé beaucoup, hein, on a beaucoup quand même, surtout au début, d'attaques par les Dauphinois des Alimes. Alors, moi, je crois que le bourg n'a pas vécu longtemps. De toute façon, c'est bâti en 1416, le duc, du coup, refuse le mage. Le mage, celui à qui les Alimes avaient été vendus, enfin, il y a eu plusieurs, parce qu'elle n'a pas été entretenue, qu'elle est en ruine, nous dit-on. Donc, elle a duré 100 ans. Alors, pas en ruine telle qu'elle est maintenant, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas eu à avoir beaucoup de durée de vie de bourg de Luisandre. D'ailleurs, Laurent a fait des relevés, moi j'ai été plusieurs fois, rien n'indique dans les textes où est-ce que se trouvait ce bourg. Hein. Bon, il y a des endroits où il est impossible qu'il y soit, mais rien ne le définit. C'est à mon avis en atténuation, hein, et que ça rapportait rien. Peut-être un peu de justice, mais je ne crois pas, puisque tout est payé, pour Luisandre, tout est payé par le comte de Savoie. Saint-Rambert, puis Saint-Germain. Là, c'est pas comme les Alimes, qui deviennent un petit peu indépendants, quoique les Alimes vivent sous perfusion quand même, hein. C'est une châtellenie qui a des revenus, mais ils sont vraiment faibles. Et il y a quand même des perfusions. Et régulièrement, on trouve dans les comptes de Quirieux le paiement du châtelain et de la garnison, alors que c'est une châtellenie.
Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je crois qu'Annick a levé la main. Il faut remettre ton micro, Annick. Oui, je voulais demander à Alain, justement, alors sur cette fondation de bourg attachée à une bâtie, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une charte de fondation et que c'est une tentative avortée de Villeneuve, finalement? Ça ne va pas, à mon avis, jusque-là. À mon avis, c'est pour atténuer. C'est pour avoir des recettes en atténuation, parce que ça coûte, excusez-moi l'expression, la peau des fesses, une bâtie quand même. Avec, bien sûr, le paiement des soldes, mais aussi toutes les armes, l'entretien des engins. Il y a des spingales, on nous le dit, il y a des bricoles, donc tout ça, il faut l'entretenir. Pour Saint-Denis, par exemple, assez rapidement, on a le changement des cordes, des frondes, des bricoles, donc des cœurs de vache pour les bricoles, donc ça s'use vite, ça s'abîme aussi très vite, donc ça coûte très cher tout ça, le chanvre par exemple, et puis la nourriture de ces gens, et puis aussi les défenses, c'est-à-dire tous ces renforts qui sont envoyés très régulièrement. Hein. Alors, si on prend qu'une châtellenie, on se rend compte que c'est 1 fois ou 2 fois par an, mais si on balaye, par exemple, pour Saint-Denis, hein, si on balaye l'ensemble des comptes qui vont jusqu'en 1338, malheureusement, ça ne va pas au-delà, enfin, du moins, ce n'est pas ce qui a été numérisé après, eh bien, on a une quantité incroyable, il se relaie. Une fois, c'est curieux, et on nous donne les dates. Et de telle période à telle période, c'est généralement une quinzaine de jours. Et si on balaye, on se rend compte qu'après Quirieux, eh bien, c'est Morestel. Après Morestel, c'est au tour de Léman d'envoyer des gens. Après Léman, c'est aux gens d'autres châtellenies, même Arandas par exemple, d'envoyer des gens, et qu'il y a comme ça des renforts en permanence, Il y a la garnison avec dans le compte plus tous ces renforts, qui sont à ce moment-là disséminés. Il faut balayer tous les comptes pour se rendre compte de ça. Il y a énormément, ça coûtait très 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 cher ces bâtis, très 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 cher. Et leur fonctionnement, pas seulement, mais celle des châtellenies aussi, sont payés par le gardien ou par le châtelain. Il avance des sommes colossales. Hein. Il faut voir, aussi bien chez les comtes de Savoie que chez les dauphins, les dettes que doit le comte à la fin des exercices. Hein. C'est énorme. Hein. Oui, Jean-Michel ? Oui, ce qui apparaît bien dans ce que tu as présenté, c'est que finalement, tout ça, la caractéristique principale de tout ça, c'est qu'on est dans un contexte guerrier et militaire particulièrement sensible. Et donc, il me semble que les cadres institutionnels, en quelque sorte, sont un petit peu bouleversés. Le cadre de la châtellenie, on l'a vu, puisque les comptabilités de différentes châtellenies sont sollicitées et il y a des échanges, en quelque sorte, de crédit d'une châtellenie à l'autre, que de nouvelles châtellenies sont créées, certaines sont embryonnaires, d'autres sont plus durables. Et bref, ces constructions de bâtis, elles se font en quelque sorte un petit peu en parallèle de ces cadres institutionnels qui sont désormais au XIVe siècle bien fixés. C'est pour ça, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, on se garde d'utiliser le mot château parce que au XIVe siècle, le château, c'est une réalité institutionnelle extrêmement rigide en quelque sorte, et donc c'est aussi ce qui caractérise ces bâtis, c'est d'avoir à les nommer, à les définir sans en dehors en quelque sorte de ces cadres institutionnels qui sont quand même très prégnants. Et c'est pourquoi on a
je voyais par exemple tout à l'heure pour le Mont Curnil, on l'a encore sous les yeux, eh bien lorsque le début du conte dit qu'on construit une bâtie, et puis après on parle d'un char-mur fait autour du castrum. Mais là, castrum, c'est un terme en quelque sorte qui ne définit pas le statut de la fortification. Le statut de la fortification, il est donné au début lorsque l'on parle de bâti. Et c'est là la difficulté qui est pour nous, mais qui était aussi visiblement une difficulté, non seulement pour les scribes, même pour les décideurs, d'avoir à nommer et à caractériser des constructions qui sortent un petit peu du cadre institutionnel existant. Et à mon avis, c'est l'une des difficultés de cette thématique.